Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Plana Radenovic, journaliste au service police-justice de RTL, et dans cet épisode, je vous propose de plonger dans la tête d'un des plus importants criminels en série français, le violeur de la Sambre. Nous sommes le 26 février 2018, au petit matin. Un homme roule sur la départementale qui doit le mener à Jeumont, dans le Nord. C'est dans cette petite ville située près de la Sambre, rivière de la région, qu'il travaille à l'usine. Soudain, à un rond-point, des voitures de police surgissent. Les agents de la police judiciaire l'arrêtent. Ils le font descendre de la voiture et fouillent le véhicule. Dans le coffre, une cordelette, un bonnet, un couteau, l'attirail de celui qui est connu dans la région comme étant le violeur de la Sambre. L'homme s'appelle Dino Scala. C'est un père de famille apprécié, entraîneur de football dans le club local, ouvrier à l'usine. Pendant 30 ans, il a commis des dizaines d'agressions sexuelles et de viols tôt le matin, dans la nuit. En garde à vue, il avoue vite les faits et 4 ans plus tard, il est condamné pour 54 faits de violences sexuelles. Comment a-t-il pu commettre autant de délits et de crimes sans être inquiété ? L'histoire retiendra des dysfonctionnements dans la chaîne pénale, mais une des raisons est aussi à chercher dans sa personnalité. Dino Scala présente un clivage psychologique important qu'il résume lui-même ainsi. Il y a Dino 1 et Dino 2. D'un côté, Dino, le père de famille, présent, impliqué et insoupçonnable. Et de l'autre, le Dino qui se lève le matin pour aller chasser. Ce sont ses mots. La voix du crime de cet épisode, c'est Paul Bensoussan, l'expert psychiatre qui a examiné Dino Scala. Il l'a rencontré en prison avec son collègue, le professeur Rouillon. Une nouvelle information judiciaire est en cours dans laquelle Dino Scala a été mis en examen, mais cet épisode porte uniquement sur la première, pour laquelle Paul Bensoussan a été désigné par la juge d'instruction. Bonjour Paul Bensoussan. Bonjour. On va aborder votre expertise et votre rôle d'expert psychiatre d'abord dans l'instruction du dossier Scala. Tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous êtes saisi dans un dossier criminel et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'expertiser psychiatriquement Dino Scala ? Les enjeux dans une affaire criminelle sont doubles. Dans un premier temps, on cherche à savoir si l'accusé a une maladie mentale, puisque dans toutes les démocraties judiciaires, si quelqu'un est malade mental et que cette maladie suffit à expliquer son acte, eh bien il ne peut pas être jugé, il ne peut pas être sanctionné, il doit être traité. Rien de tel n'était retenu dans le dossier de Dino Scala, et il fallait au contraire essayer d'expliquer autant que possible, car c'est évidemment une énigme, sa personnalité, les liens éventuels entre son histoire familiale, personnelle et les faits, et puis la nature de ses pulsions qui le poussaient à réitérer à d'innombrables reprises les mêmes faits. Ce qui intéresse dans une cour d'assises les juges, les jurés et aussi à une plus large échelle le public, c'est le pourquoi. Dès qu'on sait qu'il n'y a pas de maladie mentale, on cherche à comprendre, et dès qu'on comprend, en général, on a une lecture plus empathique et moins terrible des faits. Donc, vous êtes saisi par la juge d'instruction de ce dossier. Évidemment, on ne parle que de cette instruction-là. Et donc, un jour, vous allez le rencontrer à la maison d'arrêt de Sequedin, où il est placé à l'isolement. Alors, évidemment, sans nous parler de ce qui relève du secret médical, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les conditions de cette rencontre ? La rencontre avec Dino Scala intervient donc en juillet 2018 à la maison d'arrêt de Lille. Et d'emblée, je suis désigné avec un autre expert, le professeur Rouillon. Et d'emblée, nous sommes confrontés, comme souvent dans les dossiers très médiatisés, à un écart abyssal entre la personne que nous rencontrons et la représentation que nous en avions par les médias. En gros, Dino Scala, quand on le rencontre, est quelqu'un, c'est monsieur tout le monde. J'avais utilisé à son sujet un oxymore, c'est la banalité personnifiée. Il est même touchant.
On comprend en le voyant que ses amis, ses proches, au moment de son interpellation, ne parvenaient pas à croire qu'il était l'auteur de ces faits. Donc vous allez dans sa cellule, c'est ça, l'isolement ? Non, les entretiens se passent au parloir avocat. Très exceptionnellement, quand on est médecin, on peut obtenir l'infirmerie, ce qui nous libère des horaires extrêmement stricts du parloir. Au parloir, pour des raisons de sécurité, quand il est l'heure, on vous met littéralement à la porte. Et peu importe que ce soit une expertise complexe, que vous soyez venu de loin, c'est l'heure, c'est l'heure. À l'infirmerie, on peut avoir des horaires beaucoup plus souples, puisque par définition, n'importe qui peut se présenter à l'infirmerie en cas de problème. Voilà. Mais là, nous étions au parloir, on a eu quand même un temps très, très généreux passé avec lui. Et puis j'ajoute que quand je rencontre un expertisé, j'ai toujours auparavant scrupuleusement étudié le dossier. Donc j'ai un long travail en amont qui rend l'entretien plus productif. Qu'est-ce qui vous marque dans le dossier quand vous le lisez ? Ce qui m'a le plus marqué en me plongeant dans le dossier, c'est l'extraordinaire stéréotypie des agressions. La stéréotypie, je ne trouve pas d'autres mots. Mêmes horaires, mêmes endroits, même scénario, c'est-à-dire le port de gants. Il dit qu'il ne masquait pas son visage, mais j'ai vu dans quelques agressions l'utilisation d'un masque. Mais enfin, tout ça est extraordinairement banalisé. Et quand vous voyez des dizaines de parties civiles dans une affaire qui raconte exactement la même chose, c'est ça. Et on est encore dans un oxymore. Ce qui frappe le plus, et ce qui est le plus extraordinaire ou le plus marquant de ce dossier, c'est la banalité des agressions prises une à une. Quand vous êtes dans le parloir avocat, que vous réalisez votre expertise, vous êtes donc à deux. Comment ça se passe ? Comment on travaille à deux ? Mais on travaille d'autant mieux à deux qu'on a une complicité entre experts qui permet parfois de se relayer. Il s'adresse plutôt à l'un d'entre nous pour dire ceci et à l'autre pour dire cela. Enfin, il y a parfois aussi quelque chose qui peut remettre un peu de légèreté dans l'entretien. L'expertisé aime bien sentir une connivence entre les investigateurs. Si les investigateurs se connaissent, s'estiment, s'apprécient, se font confiance, ça crée un climat de confiance. Ils voient que nous avons travaillé son dossier. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui va jouer sa vie, c'est ce que ressent un expertisé face aux experts, avec des gens qui ont à peine survolé le dossier, là aussi j'y vois un manque de respect. Mais s'il sait que nous avons lu et que nous posons des questions qui montrent notre connaissance du dossier, c'est à la fois un signe de respect et ça favorise la mise en confiance. Vous évoquez la légèreté parfois et en fait c'est aussi de l'humanité. Par exemple, il vous a parlé de son chat. Oui, je dirais que le moment où il nous parle de son chat a été, je sais que ça peut choquer, mais un des moments les plus émouvants de l'entretien. J'ai un autre précédent qui me vient à l'esprit, Nordal Lelandais, qui est un être d'une froideur et d'une insensibilité rare. Le moment où il nous a le plus émus, c'est en parlant de la mort de son chien pendant sa détention provisoire. Donc ça lui avait fait beaucoup de mal, et évidemment ça ne frapperait personne, mais il reste que si nous essayons d'être empathiques, on n'essaye pas d'être empathique, on l'est ou on ne l'est pas. L'empathie, c'est de ressentir ce que l'autre ressent. Si on est empathique, eh bien ces moments d'émotion sont extrêmement touchants et marquants. On ne peut pas prétendre approcher une vérité humaine sans empathie. Je crois que la capacité de notre interlocuteur à se confier dépend de notre capacité à abdiquer tout jugement moral. Il faut qu'il sente que nous cherchons à approcher une vérité clinique, une vérité psychologique. Nous ne sommes pas là pour une vérité judiciaire. Nous sommes là pour une vérité psychologique et pour restituer au magistrat un portrait aussi fidèle que possible. Si nous le faisons sans empathie, avec une froideur clinique, nous ne recueillerons que des éléments purement médicaux et superficiels. Donc aujourd'hui, votre rapport, il est entre guillemets public, puisque vous en avez fait état à la barre. Qu'est-ce qui vous intéressait, notamment dans sa personnalité ? Enfin, peut-être déjà revenir à son enfance ? Alors, comme vous l'avez dit, les choses sont désormais publiques puisqu'il a été définitivement jugé. Je ne m'exprime donc que sur ce qui a été dit au procès en première instance. Enfin, il n'y a pas eu d'appel d'ailleurs. Mais donc, je ne m'explique que là-dessus. Et même s'il y a des nouveaux faits, il a la même enfance. Donc, ce qui est frappant dans son enfance, c'est
peut-être des carences affectives dont il se plaint du côté de sa mère, mais c'est aussi le sentiment qu'il a eu, à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas c'est le sentiment qui compte. Nous, psychiatres, nous nous intéressons à ce que ressent la personne, pas forcément une vérité historique. Il a eu le sentiment d'être le mal-aimé de sa fratrie. Il a eu un parcours qui n'était pas très glorieux, mais il s'est ensuite stabilisé dans sa vie professionnelle. Il a été reconnu aussi bien par ses pairs, PAIRS, par ses collègues, que comme entraîneur d'un club de foot. Il avait des passions sportives. Enfin, c'est quelqu'un qui a mené une vie modeste, mais avec le sentiment d'être quelqu'un d'apprécié. Il a su, dans sa vie d'adulte, trouver l'estime des autres qui lui avait fait défaut dans son enfance. Donc vous écrivez dans votre rapport que ces agressions lui permettaient de retrouver une impression d'impact sur les autres, comme s'il pouvait redevenir un peu acteur de sa propre vie et plus être l'éternel second, comme vous l'écrivez aussi. Il avait lors des agressions une position évidemment très très dominante, avec des femmes la plupart du temps en état de sidération, puisque il attaquait, si j'ose dire. Il y a vraiment des notions dans son vocabulaire spontané qui évoquent la prédation. Il parle par exemple d'affût au petit matin, d'attaque. Il attaquait par derrière, il strangulait, pas du tout dans le but de tuer, mais dans le but d'immobiliser et de sidérer ses victimes en leur passant le bras autour du cou. Donc bien évidemment, une femme qui croit sa dernière heure arrivée, souvent ne se débat pas, et elle est littéralement pétrifiée, c'est-à-dire, c'est ce que nous appelons l'état de sidération. La surprise, la crainte fait que les défenses tombent. Là, il avait une impression effectivement de toute puissance. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la lutte anxieuse qui se produisait en lui avant. C'est-à-dire que il essayait de ne pas le faire, mais il avait envie de le faire, l'envie était irrépressible. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette lutte anxieuse ? Parce que elle est caractéristique des scénarios un petit peu obsessionnels qui se répètent. C'est ce qu'on appelle les compulsions. Et encore en faveur de cette espèce d'addiction qu'il avait, c'était le sentiment de culpabilité après. Si je devais prendre une comparaison un peu éloignée, évidemment, dans la crise de boulimie, la personne sait qu'elle a envie, elle lutte contre l'envie de le faire, elle passe à l'acte, et après elle est envahie de culpabilité. Il était comme ça. Simplement, comme ces agressions avaient lieu au petit matin, eh bien, il était tellement clivé, c'est-à-dire tellement une double facette dans sa personnalité, qu'en arrivant au travail, il redevenait monsieur tout le monde et il évacuait, c'est son terme, j'évacuais. Et ça, c'est intéressant, ce clivage, parce que même vous, quand vous le rencontrez, vous éprouvez ça en quelque sorte. Et c'est lui qui se décrit dans un interrogatoire face à la police judiciaire. Il dit il y a Dino 1 et Dino 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors le clivage, c'est un mécanisme de défense qui est du registre psychotique. Ça ne veut pas dire qu'il a une maladie mentale psychotique. C'est un mécanisme de défense psychotique qui va de pair avec le déni, c'est-à-dire que vous avez un cloisonnement de la personnalité, une partie qui est très pathologique, mais qui est isolée, si j'en peux employer ce terme un petit peu mécanique, qui est isolée de l'autre facette de la personnalité. C'est ce qui fait que certaines personnes abusent vraiment leur entourage, mais pas par une volonté de manipulation, simplement parce qu'il y a vraiment deux facettes dans la personnalité. Ce clivage et ce déni entretiennent une cécité psychique de l'entourage, et c'est ce qui fait que Dino Scala, non seulement l'entourage familial, amical, était incrédule au moment de son interpellation, mais même continuait, en tout cas au moment où je le rencontrais, continuait à lui témoigner de l'affection et du soutien. Et il recevait encore la visite de son épouse. Je crois avoir entendu que depuis ils avaient divorcé, je ne sais pas si tel est le cas, mais à l'époque il avait le soutien de son épouse et les visites régulières de son épouse et de ses enfants. Oui, son épouse continue à aller le voir, mais sans être en couple avec lui, elle soutient ses enfants. Et c'est intéressant de parler de ça, parce que c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer pourquoi pendant 30 ans, il a pu violer, agresser sexuellement. Quand même, là, il a été condamné pour 54 viols et agressions sexuelles. Donc, autant de femmes sans être inquiétées, c'est ce clivage, en fait. Il était très difficile pour les enquêteurs, n'ayant pas de profil, même en investiguant dans un périmètre géographique,
d'imaginer que ce bon mari, bon père de famille, entraîneur de foot, etc., enfin, rien ne pouvait conduire les enquêteurs vers un personnage d'une telle banalité. Encore une fois, cet oxymore, la banalité personnifiée, me paraît bien refléter ces mots à lui, c'est-à-dire le Dino 1, Dino 2. Quelle est l'origine d'un clivage aussi important, aussi prégnant chez un criminel ? Est-ce que ce sont les carences affectives ? La genèse des mécanismes de défense, elle fait encore l'objet de débats. On ne sait pas si les traits de personnalité sont innés ou acquis. Je ne peux pas répondre comme ça de façon stéréotypée. Là, il y a des singularités qui relèvent davantage de la thérapie que de l'expertise. Savoir comment un individu s'est clivé, est-ce que c'est purement réactionnel ou est-ce que c'est quasiment une constitution de la personnalité ? Honnêtement, c'est un mystère déjà pour toute la psychiatrie, et ce n'est pas dans le tempo d'une expertise qu'on peut répondre à de telles questions. Et vous avez évoqué un petit peu son enfance, si on peut y revenir, parce qu'au procès planait quand même l'ombre de l'inceste de son père sur lui-même. Ça, c'est ce qui planait, parce qu'on sait que sa sœur a été violée par son père pendant son enfance. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un thème qu'il a abordé avec vous ? Il n'a pas du tout abordé le thème de l'inceste avec nous, mais on pouvait en tout cas le lire entre les lignes. Protégeait-il un secret de famille ou ne le savait-il pas lorsque nous l'avons rencontré ? Toujours est-il qu'il décrit la rupture de très longue durée entre sa sœur et le reste de la famille, y compris lui. Rupture sur laquelle il ne mettait pas de mots, il ne comprenait pas. Il revoyait la voiture s'éloigner après le mariage de sa sœur, et la rupture était enclenchée, elle durera toute une vie, et il disait ignorer les raisons. Mais évidemment, dans une affaire sexuelle, une jeune fille qui rompt avec sa famille, la question de l'inceste, nous nous la posions, mais nous n'avions pas de réponse, et pas de réponse de Dino Scala. Oui, parce qu'il faut préciser que votre expertise, évidemment, a ses limites, parce que lui, il vous dit aussi, entre guillemets, ce qu'il souhaite à ce moment-là. En expertise, vous savez, si je devais le dire de façon très, très familière, tout le monde ment. On ne se confie pas à un expert de la même façon qu'on se confie à un thérapeute. Un expert, on ne l'a pas choisi, et de surcroît, il y a des enjeux judiciaires importants, des peines lourdes, etc. Donc les gens peuvent avoir l'impression que tel fait va attirer une lecture plus clémente, que tel autre fait pourrait être aggravant. Et on a ce que les anglo-saxons appellent faking good, faking bad. Faking good. To fake, en anglais, c'est tricher. Faking good, c'est magnifier une biographie ou la lisser ou en édulcorer certains aspects. Par exemple, là, a-t-il délibérément occulté la question de l'inceste ? Faking bad, c'est au contraire dramatiser. Par exemple, la plupart des agresseurs sexuels disent avoir été agressés dans leur enfance sexuellement. Parce qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, que ça va leur attirer une certaine compréhension, une certaine sympathie. Et donc on sait que l'inceste est très surreprésenté dans la population des agresseurs sexuels. L'inceste ou un vécu d'agression sexuelle antérieure. Parce qu'ils pensent, encore une fois à tort ou à raison, que ça va leur attirer de l'indulgence. Donc, la plupart des agresseurs sexuels disent « j'ai été agressé ». Évidemment, il est toujours impossible d'accéder à une vérité historique. Vous évoquiez tout à l'heure la culpabilité qu'il ressentait après ses actes, et dans votre rapport et puis à la barre, vous dites que c'est quelqu'un qui est réinsérable puisqu'il éprouve justement de la culpabilité qui semble réelle par rapport à ses victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Il est accessible à un sentiment de culpabilité, peut-être peut-on d'ailleurs le voir dans le fait qu'il n'a pas fait appel. Il a quand même des facettes qui sont assez sombres. Par exemple, dans les modes d'agression, il était plus violent qu'il ne veut bien le dire. Certains moments même, il semble que sa violence ait pu le dépasser, puisque sans contester le fait d'avoir été violent, il dit lui-même avoir été étonné en voyant les photos du visage tuméfié de certaines de ses victimes. Donc il pouvait être violent, mais il pouvait aussi arrêter l'action si une femme fondait en larmes. Ça lui est arrivé à 2 ou 3 reprises, je crois. Enfin, je crois pour 2 ou 3, mais je suis certain que ça lui est arrivé. Et il a été désarmé par les larmes. Donc il est quand même complexe, puisqu'il peut être très violent, il peut aussi associer des gestes crapuleux aux gestes directement sexuels.
Par exemple, dérober de l'argent, des bijoux, ou demander un numéro de carte de crédit, etc. Il a pu le faire. Pas souvent, mais il a pu le faire. Donc vous voyez que c'est quand même très très complexe. Il y a certes en premier lieu une motivation sexuelle, on n'a pas parlé de son fétichisme, mais il avait vraiment un fétichisme des seins. J'entends par fétichisme le fait de dissocier une partie du tout. Quand on dit fétichisme, le public pense souvent latex, cuir, chaussures. C'est pas seulement ça. Il y a des fétichistes d'une partie du corps humain, le pied, les seins, etc. Lui était fétichiste des seins. C'est-à-dire que souvent son action, en tout cas pour les toutes premières fois, se limitait à un tripotage furtif d'une femme à forte poitrine. Et puis ensuite, les choses se sont complexifiées et aggravées. On va passer au moment du procès, à l'audience. Donc, vous, en tant qu'expert, vous êtes appelé à la barre et vous venez. Vous n'êtes pas en visioconférence comme parfois les experts. Déjà, pourquoi c'est important de venir et est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous vous souvenez, comment ça s'est passé ? C'est important de venir par respect pour l'accusé. Je trouve que quelqu'un qui encourt une très longue peine de prison a le droit d'être regardé les yeux dans les yeux sur ce qu'on dit sur lui. Bien sûr, nous sommes déliés du secret professionnel quand nous avons le statut d'expert, mais ça n'empêche pas qu'il va parfois nous être confié des choses extrêmement intimes que nous allons en rendre compte publiquement et que je trouve que la moindre des choses, c'est que l'accusé se sente respecté et qu'un expert se déplace pour un enjeu aussi important. Ça me paraît un signe de respect. Il m'est arrivé, pas dans ce procès-là, mais dans d'autres, qu'un accusé s'adresse directement à moi et avec l'autorisation du président ou de la présidente, parfois a pu s'amorcer un dialogue qui a pu éclairer la cour. Tout ça en visioconférence est tout simplement impossible. Alors à ce procès-là, j'ai vu un homme très effacé, très abattu, qui regardait fixement vers le bas ou vers le sol et qui ne posait aucune question. Il était comme résigné. Il connaissait la peine encourue et il savait que très probablement la peine encourue serait la peine prononcée. Et donc vous avez déposé, moi j'étais dans la salle ce jour-là, et à la suite de votre déposition, il y a eu quasi aucune question. Oui, alors c'est toujours très déroutant quand on nous dit merci monsieur l'expert, pas de questions, vous avez éclairé la cour. On ne sait pas si notre déposition a été jugée dénuée de tout intérêt ou si elle était complètement éclairante, mais il n'y a pas de milieu. Voilà. Mais je crois que la résignation de Dino Scala peut expliquer au moins en partie l'absence de pugnacité de son avocat, ou voilà, les faits étaient reconnus, ils étaient suffisamment parlants. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait des confrontations très tendues. Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet quand même de l'inceste, vous auriez pu avoir une question là-dessus par exemple ? Oui, ça n'a pas été le cas, alors que j'imagine que peut-être depuis, je ne le sais pas, sa sœur a dévoilé quelque chose, mais je ne le sais pas aujourd'hui. Vous disiez que c'était une énigme psychopathologique, je crois que ce sont vos mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Et puis vous êtes quand même expert psychiatre habitué à expertiser des tas de criminels ou de délinquants, donc pourquoi lui c'est une énigme ? Alors lui est une énigme parce cette particulière banalité et cette relative bonne insertion socio-familiale, socio-professionnelle. En général, on a chez des agresseurs sexuels des facteurs de risque que sont la désinsertion justement socio-familiale ou socio-professionnelle. On a des gens condamnés soit pour d'autres infractions, soit pour des infractions du même type, une entrée précoce dans la délinquance, rien de tel chez cet homme qui va commencer à passer à l'acte dans la partie la plus heureuse de sa vie, alors qu'il était marié, père de famille, qu'il avait quand même toutes les gratifications possibles, en dehors bien sûr de l'estime de soi qui lui avait manqué dans l'enfance et de l'amour de sa mère qui lui avait manqué. Ça, ce sont, vous savez, les ravages des carences affectives précoces, c'est pour la vie. Et un enfant, même tout petit, a besoin de lire dans les yeux de sa mère ou de son père de l'amour, de l'admiration, de l'émerveillement. Si on n'a rien de tout ça, c'est comme si certaines afférences émotionnelles, affectives, etc. n'avaient jamais pu être mises en place et ne le seront jamais.
Il s'est renseigné en détention sur la possibilité d'une castration chimique. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Je comprends qu'il ait fait cette demande et qu'il se soit renseigné, car effectivement, il donne, comme je le disais, l'impression parfois d'avoir été submergé par ses pulsions, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient agressives. Il a été étonné par sa propre violence, il a lutté sans succès contre l'envie de passer à l'acte, donc c'est vraiment une excellente indication de ce qu'on appelle la castration chimique, qui est un terme affreux, mais en gros qui ramène la testostérone à zéro, ce qui réduit aussi bien les pulsions sexuelles que les pulsions agressives. D'ailleurs, vous préconisez, qu'il ait un suivi psychiatrique, parce qu'il faut quand même préciser que c'est quelqu'un qui n'avait jamais vu un psychiatre ni même un psychologue de sa vie. Il a beaucoup de mal à verbaliser les affects, les émotions, et je crois que apprendre pour lui à verbaliser cela sera très important. La verbalisation par le sujet des émotions ressenties, par exemple, s'il était pour lui excitant d'infliger de la peur ou de l'humiliation à une femme, la verbalisation, l'introspection et la capacité à remettre en cause ces sentiments-là, ce vécu-là, fait partie des facteurs qui rendent une personne amendable. Mais à contrario, l'orientation érotique d'un individu ne peut pas être modifiée. C'est-à-dire que si, pour lui, malgré la verbalisation, malgré l'approche thérapeutique, ça reste excitant d'être en position de toute puissance et de domination, ce qu'on appelait le sadisme sexuel, eh bien alors on comprend mieux sa demande de castration chimique et elle est malheureusement, dans l'état actuel des connaissances, la seule réponse possible et réaliste. Vous avez expertisé Dino Scala, qui est condamné pour 54 viols et agressions sexuelles. Comment cette expertise a marqué votre carrière ? Eh bien, pour chaque fait, je dirais très médiatisé, très exceptionnel, etc., on se dit, en tant qu'expert, que bien sûr, les faits sont atroces, mais si on s'intéresse à la criminologie, eh bien, c'est évidemment un honneur d'être désigné dans des affaires pareilles. Pour autant, à chaque fois qu'on se dit qu'une affaire est unique, on est désigné par la suite dans une affaire encore plus unique, et finalement, on finit non pas par banaliser, mais par cesser. En fait, on lève tout point de vue normatif. Et on a, dans la criminologie, des affaires d'une grande banalité, des affaires exceptionnelles, mais j'ai, depuis longtemps, renoncer à dire des choses du genre « c'est la seule fois de ma carrière, je n'ai jamais rien vu de tel », etc. C'est évidemment une affaire hors norme, mais pour autant, je vois beaucoup d'affaires hors normes. Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime avec Paul Bensoussan qui a expertisé Dino Scala, le violeur de la Sambre. Merci à Marisa Fimei pour la coordination, à Pierre Nabé pour la prise de son, à Étienne Villan pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. À très bientôt.